dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente, qui a été une classe d'actifs qui a délivré de très belles performances au cours de cette année 2025 et particulièrement dans cet univers du fixed income. Michael Israël est à mes côtés en plateau pour en parler, cofondateur d'Iveo Capital Partners. Bonsoir Michael. Bonsoir. Ça m'intéresse toujours en fin d'année de savoir comment les boutiques et la vôtre, en l'occurrence, ont vécu cette année 2025 quand on est en plus un pur player de la classe d'actifs, dette émergente en devises dures, comme vous l'êtes chez Iveo Capital Partners. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre activité chez Iveo, justement, à travers cette année 2025, Michael ? Bon, alors, on ne va pas bouder notre plaisir. 2025, c'est une année exceptionnelle. Vraiment, je dirais, en termes... Bon, d'abord, en termes de collecte. C'est un mot choisi, hein. Ah ouais, oui, non, mais ouais, tout à fait. Oui. Non, pour vous donner quelques chiffres, on approche de la fin de l'année. On a aujourd'hui une collecte nette sur les fonds de la gamme Iveo de un peu plus de 600 millions d'euros, ce qui est vraiment super. On a au niveau du fonds historique, le flagship, qui lui est devenu un fonds, comme on dit, un fonds milliardaire. Donc ça aussi, dans une aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose qui marque, qui touche, qui fait plaisir et dont on est très fier. Et puis, je dirais la classe d'actifs en général. Cette année, il y a eu un retour des flux. C'est vrai, nous, on est dans une classe d'actifs, donc c'est difficile d'être à contre-courant. Donc, ce qui nous a aidé aussi, c'est que la classe d'actifs en soi, elle a été porteuse. Ça faisait quand même plus que 3 ans qu'on n'avait pas eu de flux positif au sens agrégé sur l'emerging market hard currency. Et là, enfin, on fait une année où sur la classe d'actifs, il y a eu, sur la dernière étude de JP, on est à 5 milliards à peu près. Donc, moi, je trouve qu'on a capturé une part de marché bien sûr, plutôt pas mal pour nous ici en France, quoi. Qu'est-ce qui a déclenché ce retour d'intérêt sur la classe d'actifs et vos chiffres en sont le reflet, hein. C'est évidemment le travail d'Iveo et des équipes, mais c'est aussi, comme vous le dites, le reflet d'un retour d'intérêt pour cette classe d'actifs. Pourquoi ? Oui, alors donc c'est les deux dimensions. Donc la classe d'actifs, pourquoi ? D'abord, je vais commencer par ça. Ensuite, pourquoi Iveo en a profité. Mais donc la classe d'actifs, d'abord, il y a eu nous. Comme pour toutes les autres classes d'actifs non américaines, je dirais, on a bénéficié de la fin de l'exceptionnalisme américain. Il y a eu quand même tout ce qui n'allait plus se reporter sur les actifs US. Il faut bien qu'ils aillent ailleurs et les émergents sont quand même une destination qui n'est pas inintéressante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a démarré l'année, mais c'est toujours le cas d'ailleurs, avec des niveaux de carry assez intéressants. La classe d'actifs a ses caractéristiques propres, vous savez... les sociétés sont pas trop endettées, etc. Elle est assez saine, donc elle a attiré du capital. Et puis, au fur et à mesure que les rendements baissent dans les pays domestiques, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est là où vous avez des recherches de diversification, des recherches de la chasse au yield, comme on dit. Donc on se déplace un peu sur la chaîne de risque, entre guillemets. Exactement. Donc ça, c'est au niveau de la classe d'actifs. Puis au niveau de l'entreprise, pour parler un petit peu de l'aventure entrepreneuriale, c'est comme toujours, il faut être patient. Il y a des box à ticker, comme on dit. Donc, vous voyez, le fonds flagship, il a 10 ans de track record. Il a passé, vous savez, les encours, la taille d'encours qu'il faut. Et puis, il a fait aussi ses stress tests internes, que ce soit par les marchés, que ce soit par la gestion interne, enfin, l'organisation interne chez Iveo. On a montré qu'on avançait et que les perfs étaient là, toujours au rendez-vous. La classe d'actifs est solide, le process d'investissement est là. Donc voilà, ça commence à payer. Effectivement, voilà. Le travail paye et commence à payer. Comment est-ce que le travail payera en 2026 dans la classe d'actifs ? Est-ce que l'environnement et le setup macro, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais l'idée macroéconomique qu'on a, et notamment en ce qui concerne les émergents, est-ce que le setup macro reste favorable pour la classe d'actifs l'an prochain ? Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet sur la classe d'actifs, c'est plus des craintes de volatilité que des craintes de risque de crédit. C'est-à-dire le contexte macro n'appelle pas à l'inquiétude majeure sur les risques de crédit. À la fois, je redis, comme de toute façon la classe d'actifs est assez saine, donc je redis le corpo émergent hard currency, c'est plutôt des émetteurs qui n'ont pas forcément exagéré sur la dette. Et donc souvent moins leveragés d'ailleurs que leurs comparables, beaucoup moins que leurs comparables des économies développées. Exactement. Ça, vous l'avez démontré ici entre autres. Exactement. Donc elles ont un point de départ, je dirais, qui est pas très inquiétant pour qu'on soit au point de s'inquiéter sur le crédit. Et comme la macro reste positive dans le sens où il n'y a pas d'inquiétude sur une récession aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est complètement à écarter, mais en tout cas, le scénario central aujourd'hui, c'est quand même pas de basculer en récession. Pour les émergents, au cas particulier, il y a quand même des éléments macro très positifs, la baisse du dollar, la baisse des taux d'intérêt US, et donc ce cycle de baisse des taux locaux
qui est en train de s'enclencher, qui a déjà commencé cette année, qui donne beaucoup d'air aux économies émergentes. Ouais. Tout ça, c'est très positif. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'inquiétude macro. Sur le plan micro, les entreprises, ça fonctionne bien. Et le marché primaire est très ouvert. Dynamique. Donc, il y a eu même une forme de dérisking naturel, puisque quand le marché primaire est ouvert, vous avez les sociétés qui émettent et qui étendent leur maturité à plus loin, donc elles éloignent le risque. Et puis, sur le plan technique, on a parlé de la fin de l'exceptionnalisme, on a parlé de la baisse des taux d'intérêt dans les pays. Et une dernière chose qui nous aide aussi, c'est que quelque part aujourd'hui, dans le monde obligataire, l'épouvantail, c'est quand même plus la dette souveraine que la dette corporate. Ouais. Avec tous les sujets fiscaux. Et même si d'ailleurs le souverain émergent a fait une grande année, aussi pour des sujets de duration, mais globalement, on sent qu'il y a de l'appétit pour aller se diversifier en corporate. Et ça, c'est assez global au monde du fixed income. C'est-à-dire, on voit beaucoup plus le risque du côté des souverains que du côté des entreprises, du monde corporate aujourd'hui. Et c'est aussi vrai dans le monde émergent. Oui, c'est vrai dans le monde émergent. Et on le voit, nous, dans les demandes. On voit des gens qui sont exposés depuis très longtemps sur le souverain et qui ont presque jamais été exposés sur le corpo. Et qui se disent aujourd'hui, tiens, c'est peut-être pas idiot de... Bon. Et pour une autre raison aussi, technique, mais qui revient à votre question sur 2026, qui peut être intéressante, c'est que c'est difficile, en fait, de faire du short duration en souverain. Alors, attendez, pas si évident que ça. Oui, alors, il faut expliquer ça, Mickaël. On a quelques minutes pour expliquer. Voilà, donc globalement, aujourd'hui, je vous disais, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur les risques de défaut, mais il y a de l'inquiétude sur les risques de volatilité. Donc la beauté de l'obligataire en général, c'est pas juste l'émergent, c'est que ce sujet-là, on sait le gérer. C'est-à-dire qu'il suffit de réduire la sensibilité des portefeuilles à la volatilité mark-to-market. Bon. Donc être court en duration. Exactement, il faut raccourcir la duration, raccourcir la sensibilité. Ça, on sait le faire. Généralement, le problème de cette approche-là, c'est que ça vous coûte... On perd du rendement. Exactement. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on sacrifie généralement du rendement. Et comme ce qu'on vend aujourd'hui, c'est qu'il y a un rendement intéressant encore à surfer, si vous le perdez en chemin, il n'y a plus d'arguments. Si ce n'est pas les spreads qui vont compresser et le rendement est plus si bon que ça, vous perdez vos arguments. J'entends. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs que ce marché, il ressemble un peu à ça aujourd'hui. C'est un marché qui a une configuration de short duration high yield. Pourquoi high yield ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a encore un contexte macro, technique, micro qui est encore favorable. Ce n'est pas encore le moment de se mettre aux abris. Il n'y a pas de raison. Et en plus, si on le fait trop tôt, il y a encore un carry, un rendement fort. Donc, on perd des mois avant que ça arrive. Bon. Donc, il faut rester, d'après nous, en tout cas, high yield. Il y a toutes les raisons d'y rester. Mais il faut réduire la sensi. Donc, on réduit la duration. Et sur le souverain, ce n'est pas évident de pouvoir le faire. Pour vous sachiez, les indices, ils sont plutôt autour des 6,5 de duration. Donc, on prend vraiment du risque. On en parle de duration. Alors que sur le corpo, vous arrivez à faire des portefeuilles. Là, aujourd'hui, nous, on a des portefeuilles à quasi 9% en dollars avec 3 de duration. Donc, on arrive à avoir des équilibres qui intéressent beaucoup les investisseurs. C'est un peu le sweet spot du moment pour vous, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ça amène cette question. Voilà. On parle de la Fed, évidemment, et dans le monde émergent, tout le monde regarde la Fed comme partout dans le reste du monde, Mickaël. Qu'est-ce qui est le plus favorable pour votre classe d'actifs ? Une Fed qui se mettrait à accélérer ses baisses de taux, à basculer dans une politique monétaire accommodante, sous le taux neutre, avec pourquoi pas des jumbo cuts ici et là. C'est un scénario. Ou est-ce que vous préférez une Fed beaucoup plus sur la retenue ? Et d'ailleurs, on voit depuis hier ou quelques jours, le marché est en train peut-être d'hésiter sur la vitesse et l'ampleur des baisses de taux que pourrait délivrer la Réserve fédérale américaine. Est-ce que vous préférez ce scénario d'une Fed qui serait beaucoup plus prudente, beaucoup plus réticente à aller vite et loin dans ses baisses de taux ? Alors, moi, de très loin, une Fed réticente, une Fed qui fait ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire, depuis 3 ans, il se passe ce que je dis toujours autour de nous, c'est un scénario idéal pour nous. Il faut se rendre compte, pour des gérants obligataires, avoir la capacité de prêter de l'argent dans un environnement de rendement, donc que ce soit les spreads, les taux, mais enfin l'addition des deux, de rendement réel, aussi favorable que ce qu'on a aujourd'hui et depuis 3 ans, qui ne baisse pas si vite que ça, où on a éloigné plutôt les risques de hausse fortes, qui peuvent vous coûter trop en sensi, et où ça met du temps à baisser, c'est un raisonnement long terme. C'est-à-dire, au lieu de faire de l'argent très vite avec des baisses de taux d'intérêt, mais qui ne sont pas non plus si sûrs que ça, parce que si les taux baissent fortement, généralement, c'est parce qu'il y a des inquiétudes. Voilà. Donc là, on est dans un super scénario. On a un scénario où le contexte macro tient bien et justifie qu'on puisse garder des positions sur du high yield, etc., qu'on encaisse le maximum de rendement. Et finalement, on a une Fed et une banque centrale qui est aux manettes, qui fait attention, qui ne va pas trop vite.
C'est ce qu'il nous faut, ça. Moi, personnellement, j'aimerais bien que ça reste comme ça, plutôt qu'une grosse baisse violente. Voilà. Bon, on verra combien de temps cet équilibre, cette forme de Goldilocks, quand même, on peut le dire, pour votre classe d'actifs. Complètement. Complètement. C'est ça. Complètement. Voilà. Combien de temps cet équilibre peut perdurer? On sait que les équilibres peuvent durer et sont parfois à un moment amenés à être moins stables. Ce sera peut-être le suspense que nous réserve 2026 à ce stade. D'où une duration un petit peu plus défensive. Plus courte, plus défensive. Merci beaucoup, Michael. Michael Israël, qui venait partager son expertise et l'expertise d'Ivo Capital Partners sur cet univers de la dette d'entreprise émergente en devise dure. C'est l'ADN d'Ivo Capital Partners et Michael Israël, son cofondateur, était l'invité de ce dernier quart d'heure dans Smart Bourse sur Be Smart for Change.